Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Et on poursuit la série de débriefs qui sortent de l'ordinaire avec encore et toujours des surprises sur cette CAN. Peut-être qu'il fallait le prévoir, peut-être qu'il fallait les prévoir ces surprises, mais cette phase de groupe, il n'y a absolument aucun enseignement à en tirer. Au lendemain de l'élimination du Sénégal contre la Côte d'Ivoire, le Maroc d'Achraf Hakimi, le Maroc d'El Kaabi qu'on voit ici, vient de sortir, a été éliminé par l'Afrique du Sud de Hugo Broos. C'est une équipe sérieuse, solide, tout à fait correcte en face, mais c'est une énorme déception pour les demi-finalistes du dernier mondial qui sont éliminés donc sur ce but à peu près 1 heure de jeu de Makopa et ce coup franc dans le temps additionnel de Mokoena qui est un sacré coup franc. C'était, comme je dis, une performance et une prestation solide en face. Et pour les hommes de Regragui, il y a forcément une énorme déception. Le Maroc sort de cette CAN, pas de Sénégal, pas de Maroc. Le tableau des quarts de finale, on va en parler un petit peu en fin de vidéo dans quelques minutes, il est très ouvert, très ouvert. Et bien malin celui qui pourra prédire, donner le vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Élimination des Marocains, c'était déjà un match qui était placé un petit peu sous un mauvais signe. Hakim Ziyech n'était pas remis, il était en tribune, comme Sofiane Bouffal, qui même je crois n'aurait pas pu jouer jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. Je crois que c'était une blessure encore plus sérieuse. Et quelques mois, bon ça a commencé à remonter maintenant, mais la Coupe du Monde 2022 en tout cas, c'était une compétition qui était marquée pour le Maroc par la disparition progressive de ses joueurs défensifs, touchés par des soucis physiques. Je me souviens de Saïs Aguer bien sûr, Mazraoui aussi. Donc il a fallu recomposer un petit peu l'intégralité de cette ligne de 4. Ce tournoi, c'est un petit peu, plus le temps a passé, plus les joueurs offensifs ont été touchés. Et c'est sûr que c'était pas top de démarrer ce huitième de finale sans deux des gars qui avaient accumulé pas mal de titularisation quand même sur cette phase de groupe. Donc le 4-3-3 qui était choisi à la fin, le 4-1-4-1/4-3-3 qui était choisi par Regragui, il y avait quelques nouveautés. Retour d'Abdé sur l'aile gauche et Amin Adli titularisé donc sur l'aile droite. Youssef Enesiri aussi qui revenait en pointe. C'était El Kaabi titulaire au dernier match contre la Zambie. Et sinon Mazraoui latéral gauche qui disputait les toutes premières minutes de sa Coupe d'Afrique. Et ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Ça n'a pas été un choix très payant. Le 4-3-3, on le connaît. Sinon, Amrabat, la base de l'entrejeu. Ounahi, ici, Amrabat et Ounahi. Et Amala, qui faisait son retour aussi à la place de Saibari, titularisé au dernier match. Alors, cette prestation marocaine, si on essaie de l'analyser, la débriefer, je ne sais pas trop quoi en dire parce que j'ai vu des trucs un peu intéressant en première période. J'ai vu dans l'ensemble, face à ce 4-4-2 sud-africain, la difficulté à créer du jeu. Mais par exemple, sur l'aile droite, ça penchait beaucoup à droite. Même en l'absence d'Hakim Ziyech, ça penchait énormément à droite, beaucoup plus à droite qu'à gauche. Je vois ce petit ballon renversé par-dessus pour Achraf Hakimi, qui a cette qualité de première touche pour se l'emmener dans le demi-espace et accélérer. Juste derrière, il n'y a pas grand chose à en faire parce qu'Amin Adli, je pense qu'il est parti un petit peu tôt là. On le voit, il a plongé assez vite dans le dos de la ligne et donc il est hors jeu là, alors que normalement tu voudrais faire un petit peu de jeu de combinaison avec lui, que ce soit un 1-2, que ce soit le servir directement dans la profondeur et après il y a peut-être un centre en retrait de sa part à mettre pour Youssef Enesiri, un truc comme ça. Mais ouais, ça c'est dommage de ne pas avoir pu exploiter davantage cette action et en général, et on va voir ça finit par un tir contré d'Achraf Hakimi, en général, typiquement comme sur cette passe masquée d'Amrabat pour Ounahi, qui est superbe, et en plus le contrôle d'Ounahi, qui est en se retournant, alors qu'il est un peu surpris lui-même par la passe, pour battre son vis-à-vis, très bon aussi. Ça n'a pas été facile de passer entre ces deux lignes de 4 sud-africaines, donc quand c'est fait, tu te dis, comme pour Hakimi tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas moyen de générer un petit peu plus? Mais il n'y a pas vraiment d'appel, les gars sont pris, ni Hakimi, ni Ounahi ont peut-être la créativité ou la qualité de dribble dans les petits espaces pour se manufacturer un petit espace à eux-mêmes. Pourtant, on a vu Ounahi en début de tournoi marquer de l'extérieur de la surface. Hakimi, il a plutôt une bonne frappe aussi. Mais ça manquait peut-être un petit peu d'appui central. Si je me remémore l'action du but qu'avait marqué Ounahi en phase de groupe, c'était sur un appui à l'intérieur. Il me semble que c'était d'ailleurs sur Amin Adli, si je ne dis pas de bêtises. Pas sûr à vérifier, mais
c'était avec un appui intérieur. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc à la fin, c'est un petit centre, je trouve, assez maladroit, qui a peu de chances d'aboutir, qui est mis. C'est loin derrière, en plus, par-dessus la tête d'En-Nesyri, mais même dans l'intention, mettre un ballon haut, là, dans la continuité de cette action, je trouve ça pas hyper inspiré. Donc c'est dommage, quand tu as réussi à créer le premier décalage, qui n'était pas toujours simple à faire, et qu'il y a un espace qui est ouvert, là, entre les deux lignes, de pas faire quelque chose de plus avec, un petit peu comme avec le contrôle d'Hakimi, hop, tu brises et tu passes entre les deux lignes. Dommage de ne pas pouvoir faire proposer un petit peu plus avec cette situation. Parce qu'il n'y en a pas eu des mille et des cents non plus pour le Maroc, comme je disais, face à ce 4-4-2 marocain qui était très très resserré, pas beaucoup de petites parcelles d'espace à trouver dans l'interligne, donc c'était un petit peu compliqué pour le Maroc d'avancer. Et du coup, un petit peu comme le premier match, c'était quoi? C'était contre la Tanzanie, premier match. Ça a beaucoup eu recours au jeu long. On le voit ici par exemple avec Romain Saïs qui essaye de jouer vers Abdé avec un ballon, hop, une ouverture comme ça dans le dos. Il n'y a pas beaucoup de Marocains à l'intérieur du jeu, à part Amrabat là, axial. On a en gros une ligne de 5 très très avancée et pas beaucoup de gars ici pour créer du jeu intermédiaire. Donc ballon long, ça aboutit pas. Et j'ai vu là tout de suite, ça c'était 39-19, regardez, et le plan d'après, hop, 39-26, c'est la réaction de Walid Regragui. Il est furieux et il dit qu'est-ce que tu fais? Joue au sol, calme, tranquille, on construit. Il est très très remonté contre Saïs, donc visiblement ça c'était pas du tout dans son idée. Mais si c'était pas dans son idée, j'ai peut-être eu. Bah, c'était un système qui était difficile à animer, et peut-être que le crédit il est à mettre au coach d'en face, à Hugo Broos, et à cette équipe qui est quand même composée. Le 11 là, sud-africain qu'on voyait, il y a 8 joueurs du même club dans le 11. Le meilleur club sud-af qui a gagné les 5 derniers championnats, au moins les 5 derniers titres, les Mamelody Sundowns. 8 des 11 jouent dans ce club-là, se connaissent très bien. C'est un petit peu comme l'Égypte de Zamalek, Pyramids FC, Al Ahly, etc. Mais là, c'est encore pire. 8 sur les 11 quand même jouent dans le même club. Et le 9e joue à Orlando Pirates dans aussi le championnat Sudaf. Donc ils ont d'autres gars des Sundowns aussi sur le banc. Donc pas facile à bouger. Une équipe qui se connaît très très bien. Et ça a été un petit peu, je trouve, l'histoire de cette première période. Il y a cette situation qui est relativement intéressante pour le coup sur les moments de transition, attaque rapide. Peut-être que la solution elle pouvait venir de là pour le Maroc. Ounahi il essaye de s'appuyer sur l'appel en profondeur de Youssef En-Nesyri. Après avoir conduit, hop, il met ce petit ballon dans la profondeur et pourquoi pas. Peut-être que En-Nesyri peut frapper en une touche, mais il contrôle, pivote, redonne à Ounahi. Franchement c'est bien joué. Mais là, un petit peu comme ce qu'on a vu du Maroc à plusieurs reprises, ça manque un petit peu de justesse dans le dernier choix ou dans la dernière touche dans la surface de réparation. C'est quelque chose qu'on a vu un petit peu tout au long du tournoi. Il n'y a pas de tueur. Et malheureusement, même quand il y a des bons déplacements, t'es pas très confiant sur le fait que ça va forcément finir au fond. Le ballon là, remis par En-Nesyri, il est excellent. Mais le contrôle de la cuisse d'Ounahi, il la garde un petit peu derrière lui, il n'arrive pas à sortir une frappe propre et peut-être que ça doit décaler sur Abdé, peut-être que le contrôle doit être meilleur, mais de cette situation, c'est moins parlant sur le screenshot, mais en image ennemie on le voit mieux, de cette situation c'est dommage de ne pas tirer quelque chose de supplémentaire. Donc c'est un petit peu ça que je dirais du Maroc. Après il y a cette action, cette percée sur le flanc gauche d'Abdé qui aurait peut-être pu donner penalty. Je pense que, franchement, c'est très très dur à dire. En général, sur ce genre de situation, j'ai tendance à... Tu vois, parce que quand tu regardes le ralenti, il y a du contact. Je pense que c'est le genre de situation où il y a suffisamment de contact pour déséquilibrer, mais il n'y a pas un croc en jambe net, clair, qui te fait dire « ouais, c'est 100% penalty ». Et dans ce genre de situation, j'ai aussi tendance à me fier à la réaction des joueurs sur le terrain. Et en gros, ceux qui demandent, c'est ceux qui sont derrière, là, ceux qui sont immédiatement proches. Et ils demandent pas trop, même Abdé, il demande pas trop après de tomber. Et surtout, je vois le staff marocain qui regarde l'action au ralenti sur le laptop et regardez la réaction de l'adjoint. Il dit ouais, vite fait, genre tu vois. Et Regragui va demander derrière, mais un petit peu pour la forme, sans être trop non plus convaincu. Voilà, il dit ouais, je sais pas. Donc ouais, j'ai tendance à faire un petit peu confiance à ça et j'ai pas trouvé que c'était une décision absolument scandaleuse. Je pense que ça peut se donner.
Et Abdé, franchement, aurait mérité d'obtenir quelque chose vu la qualité de sa percée. Mais ça ne me semble pas particulièrement choquant non plus. Un petit peu, voilà, à l'image de la réaction du staff. 55e minute, le Maroc arrive toujours pas trop à créer de différence dans ce match et on voit de plus en plus de tension sur le visage de Regragui, sur le visage des remplaçants qui commencent à se mordre les ongles, à se ronger les ongles. Et plus le temps passe, plus l'Afrique du Sud prend confiance et c'est le Maroc est le favori immense de ce match. Je crois qu'on avait fait les pronos des huitièmes quelques jours auparavant et je crois que c'était, si on regardait les cotes, c'était le match le plus déséquilibré de tous. Le Maroc avait la cote la plus basse de tous, alors que pourtant l'Afrique du Sud en face, on savait que c'était une bonne équipe. Ça, on le disait depuis le début, on n'est peut-être pas les seuls à le savoir, tout le monde le disait. Donc c'était quand même la preuve d'à quel point ils étaient les immenses favoris. Donc plus le temps passe, sans faire la différence, ouais, c'est comme ces affiches un petit peu de Coupe de France, toute proportion gardée, mais un peu comme les affiches de Coupe de France, où si ça reste à 0, ça reste à 0-0, reste à 0-0, bon bah l'écart se résorbe, et mentalement, l'équipe qui commence un petit peu à s'interroger, c'est pas la petite, c'est clairement la grosse. Donc j'ai trouvé un petit peu cette dynamique mentale dans ce match, et l'Afrique du Sud va réussir finalement à ouvrir le score. Peut-être que cette sortie-là, donc sur un ballon qui est joué intérieur, et ça aussi je pense que ça a été une des petites lacunes du Maroc, c'est le 4-1-4-1 qui est clairement le système phare et qui tourne autour d'un homme, en gros, Amrabat. Parfois, il est un petit peu isolé, et quand il remplit un petit peu moins sa fonction, là il est venu un petit peu plus haut par exemple, et c'est plus du 4-1-4-1, donc c'est du 4-5-1, il n'y a plus le 1 ici. En vrai, Amrabat, il devrait être là, dans la position de l'arbitre. Et bah du coup, tu as un gars qui est isolé, seul entre les lignes, et qui peut être trouvé. C'est le truc un petit peu dangereux de ce système. Et là, donc, Amrabat, il est pris par cette passe. Pour compenser, on a Naïef Aguerd qui est sorti pour essayer d'être agressif sur le porteur. Mais il faut dire que l'Afrique du Sud joue très très bien cette phase. C'est un coup franc en plus, coup franc haut. Très très bien joué parce que le gars donne en pivot pour un gars qui arrive lancé. Et désormais, on n'a plus que 3 défenseurs sur cette ligne courte. Naïef Aguerd est sorti, il a été battu, il est sorti de l'action, comme Amrabat. Donc ouais, gros danger là-dessus. Et ça va se jouer en plus dans l'intervalle où Aguerd était sorti. La finition donc, c'est 1-0 et ça passe sous les jambes de Bounou. Ouais, Makopa réussit à conclure. Et l'Afrique du Sud n'avait pas créé grand-chose dans ce match, mais ils étaient restés en vie en concédant pas grand-chose non plus. El Kaabi entre dans la foulée. C'est un système à 2 pointes donc, que va mettre en place Regragui. 2 milieux de terrain seulement, 2 ailiers, 2 pointes. C'est Saibari qui se décentre et qui prend la place d'Abdé qui est sorti donc à la place d'El Kaabi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu laisses En-Nesyri et t'ajoutes El Kaabi, bon, l'idée elle est assez claire, c'est l'avalanche de centre. Et c'est ce qu'on va voir. Centre. Essayez de trouver les grands gaillards de la tête. Je trouve pas qu'El Kaabi soit particulièrement bon de la tête. Et En-Nesyri, c'est un des gars qui a la meilleure détente du foot mondial. Mais c'est pas un super finisseur de la tête non plus. Donc je sais pas à quel point je suis particulièrement convaincu par ce plan. C'est tout de même d'un centre, il faut le signaler, mais qui arrivera pas sur un des deux. C'est de ce centre venu de la droite, je suis pas certain que ce soit Hakimi, je sais pas qui c'est, mais c'est ce centre venu de la droite qui permet au Maroc d'obtenir son penalty. Remise de Saibari côté opposé, poteau opposé, dans l'axe. Reprise de volée d'El Kaabi, main du Sudaf, ça fait péno. Après check de la VAR quand même, l'arbitre a eu un petit peu de difficulté à le voir tout de suite, alors que ouais, la main elle est nettement décollée, il n'y a absolument rien à dire. Ce que je vais ajouter peut-être, c'est que ce match prend une autre tournure si El Kaabi finit mieux. Et le Maroc, c'est un truc à mettre en plus dans la question des soucis de finition, parce que cette reprise de volée là, il y a littéralement tout le but ouvert. Et cette reprise qui vient d'ici, ce centre qui vient d'ici, il la remet de là où elle vient sur le défenseur. Je suis même pas sûr que si le défenseur la coupe pas du bras, le gardien la prenne pas. Ça se trouve, ça arrive sur le gardien. Ça va peut-être un petit peu plus haut, peut-être là, mais ouais, c'était clairement la reprise de volet croisé à faire. Bon, c'est plus facile à faire là comme ça sur un schéma, mais il a quand même de l'espace, il est quand même un 9. Les petits soucis de finition du Maroc,
à la fin, tu as un penalty, donc tu as largement l'opportunité de le faire. Mais ouais, un petit truc supplémentaire à dire sur cette action. Penalty donc, tout le monde sort l'appareil photo, ça fait une belle image. Achraf Hakimi s'apprête à le tirer. Et à la base, je me dis, ah ouais, Hakimi. Et puis je me souviens, ouais, c'est vrai, il avait marqué le décisif contre l'Espagne, la séance de tir au but à la Coupe du Monde avec la petite Panenka et tout. Donc, ok, la danse pingouin derrière. Malheureusement, alors qu'il est pas mal frappé. Hein. Franchement, parfois on dit ouais, très bien frappé, alors qu'il n'y a rien à voir. Le penalty est frappé dégueulassement, juste le gardien a plongé dans l'autre sens, mais s'il plongeait dans ce sens-là, il l'avait, parce qu'il est mi-hauteur, parfait pour un gardien, un peu axial. Ça, franchement, le penalty, il est raté, mais il n'est pas si mal tiré que ça. Il heurte la barre, il est haut, mais ouais, c'est la réaction sur le banc. Peut-être que je sais pas. Difficile. Penalty à 5 minutes de la fin, la tension devait être très très forte. Et Hakimi réussit pas à convertir. Dans la foulée, temps additionnel, il y a 10 minutes de temps additionnel. Amrabat prend rouge sur cette percée du Sud-Africain. Il prend son deuxième jaune. Et puis après, c'est checké à la VAR. Et je dis, attends, quoi? Et c'est les commentateurs là, j'écoutais sur Beansport espagnol, parce que je galérais à trouver un lien qui marche, qui bug pas. Mais les gars sont là, ah ouais, peut-être qu'il y a eu main du Sud-Africain. Non, c'est pas ça. En fait, l'arbitre, il est venu à la VAR pour estimer si Amrabat était le dernier défenseur et si ça méritait plutôt rouge direct que deuxième jaune égale rouge. Ce qui, je trouve, voilà. Donc finalement, il dit, non, j'annule le jaune, mais pour sortir le rouge direct, ce qui était, ouais, on voit la réaction de Regragui en mode, ouais, tu nous prends un peu de temps là, c'était vraiment utile. Et j'ai tweeté, j'ai jamais vu une utilisation de la VAR aussi sadique que ça. Alors je comprends l'idée bien sûr, parce que un rouge direct, c'est pas pareil que deux jaunes en termes de match de suspension, en matière de match de suspension derrière. Mais ça semble un poil superflu quand même, vu la situation. En tout cas, c'était un sacré moment et pas tout le monde a compris sur le coup. Notamment l'adjoint qui... sa réaction, je pense qu'on était plusieurs à la voir devant notre écran. Le plus dingue, c'est que dans la foulée, Mokoena, il envoie un sacré coup franc pour le 2-0. Il est absolument magnifique. La célébration derrière. Ouais, c'est dur pour le Maroc qui attendait tellement plus de cette Coupe d'Afrique, qui est un peu maudit de la CAN. La malédiction se poursuit. Mais quand tu sors d'une demi-finale du dernier mondial, être éliminé en 8e de la Coupe d'Afrique, c'est un très gros échec, et c'est un gros échec pour lui aussi. Je dis pas qu'il est le responsable, pour moi c'est pas pareil exactement que comme on faisait la vidéo sur Belmadi, ok, ça fait un moment que ça dure, qu'il trouve pas les solutions. Regragui, c'est son premier gros échec donc là avec le Maroc, et ce sera intéressant de voir la suite, parce que je pense qu'il va rester en poste quand même, mais est-ce qu'on va... Parce qu'il y a quand même une super génération, tu vois. Et quand je vois les gars qui sont sur le banc, là, un Bilal El Khanous qui n'est pas entré, Amin Adli, Amir Richardson, je trouve un milieu avec énormément de potentiel, que j'aime beaucoup, Saïbari, beaucoup de bons gars, et certains qui sont dans la force de l'âge, les Hakimi, Mazraoui, etc. Donc je suis optimiste et confiant pour la suite pour le Maroc, mais la question c'est, ok, comment est-ce que tu rebondis maintenant? On en avait un petit peu parlé. En pré-tournoi, ça allait être un contexte de jeu tellement différent pour le Maroc par rapport au mondial. Il allait falloir faire le jeu, être l'équipe protagoniste de tous les matchs. On a vu peut-être les petits manques. Est-ce que ce 4-1-4-1 qui a été tellement solide et efficace, est-ce qu'il doit nécessairement être reconduit? Est-ce qu'il doit y avoir un petit changement d'approche? Est-ce que ce Maroc doit viser à développer plus de jeux? Parce que cette élimination, finalement, j'ai la sensation qu'elle se fait par le manque de jeu. Dans l'ensemble, je dirais ça. C'était un petit peu l'inquiétude pré-tournoi. Et à la fin, je pense que sur ce match, tu n'as pas créé suffisamment. Alors que tu as tellement de talent individuel. Est-ce que l'approche, être solide avant tout, passer surtout par les côtés, du jeu long, se protéger en phase avec ballon, est-ce que c'est celle-là qu'il faut continuer à avoir pour les prochaines échéances? J'ai pas du tout la réponse, mais c'est une question que je trouve intéressante. Voilà, sacrée phase de groupe dont il y avait visiblement aucun enseignement à tirer quand on voit les trajectoires
du Sénégal, du Maroc et de la Côte d'Ivoire dans l'autre sens. Ouais, est-ce que c'était vraiment utile de regarder cette phase de groupe? Ce que je veux dire pour conclure, c'est on a un sacré tableau des quarts de finale. Je pense que pas grand monde aurait vu Nigeria-Angola, RDC-Guinée, Cap-Vert-Afrique du Sud et Mali-Côte d'Ivoire. À la rigueur, Mali-Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Mais on n'aurait pas vu forcément ça comme affiche d'écart. Et pourtant, on y est. Pas de Sénégal, pas de Maroc, pas d'Algérie, pas d'Égypte, pas de Cameroun. Elle a une tête différente, cette CAN. Et on va avoir de sacrés matchs en quart, notamment Nigeria-Angola, qui est... Voilà, on a parlé plusieurs fois de ces équipes, on a débriefé leur match. Nigeria-Angola, franchement, super match. Cap-Vert-Afrique du Sud, sympathique aussi. RDC-Guinée, attention, des matchs de francophones aussi, hein, entre RDC-Guinée, Mali-Côte d'Ivoire. Ouais, c'est sympa. J'espère que cette vidéo rapide vous a plu pour boucler la journée. Et ouais, malheureusement, donc, ça le fait pas pour le Maroc. Mais on a une belle canne quand même derrière. Et beaucoup de favoris donc qui ont chuté tôt. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.